Bonjour à tous, merci pour votre présence et merci aux invités qui vont avoir la lourde charge donc, de présenter ce sujet, l'évolution de la responsabilité médicale depuis cette fameuse loi, un des deux piliers du pont, disait Jean Marcel, du 4 mars 2002. C'est vraiment, dans les études médicales, une des seules lois, et je parle sous le contrôle de professeurs à la faculté de médecine à ma gauche, et peut-être dans la salle, dont on enseigne la date encore, bon, évidemment, et le nom, la loi Kouchner, pour honorer celui qui en était à l'origine. Et moi, justement, pour introduire ce sujet, je voulais vous dire d'où on venait. Et pour vous dire d'où on venait, je voulais remonter en arrière, et très en arrière, finalement, sans me déplacer très très loin, puisque à quelques pâtés de maison d'ici, à 1-2 arrondissements d'ici, dans le musée du Louvre, pour ceux, j'imagine, la plupart d'entre vous l'avez visité, vous avez une pierre en basalte qui comprend des articles gravés dessus, qu'on appelle le Code d'Hammurabi, du nom d'un roi mésopotamien, ça remonte à 1750 avant Jésus-Christ, et là-dessus étaient gravés finalement les premiers textes, ou quasiment les premiers textes dont on garde trace et qui comprennent les dispositions relatives à la réparation d'un fait dommageable commis par un médecin, dont les prémices de la responsabilité médicale. Et donc dans les articles de ce code d'Hammurabi 221 à 277, à 227, on vous explique d'abord le tarif. Vous voyez que ce n'est pas que les négociations conventionnelles, c'était déjà le cas d'Hammurabi, le tarif de la consultation, si c'est un esclave, si c'est pour un animal, si c'est pour un affranchi. Et puis dans une deuxième partie, on vous dit si le médecin n'a pas bien fait son travail, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, en général, on lui coupe la main, s'il a massacré ou enlevé le signe d'esclavage. Enfin, il y a un certain nombre de détails cocasses, mais ce serait un peu compliqué de m'étendre là-dessus et surtout plus trop d'actualité. Un peu plus tard dans l'histoire, la législation romaine, elle retiendra une certaine impunité, je résume, vue du ciel, sauf pour les fautes très graves et les négligences. Et pareil un peu pour les Grecs, qui ne retiendront finalement pas de responsabilité médicale si le dommage est involontaire. Cela étant quand même, Alexandre le Grand, vous en rappelez, a fait crucifier Glaucos, le médecin de son favori Héphaïston, parce qu'il lui avait donné mauvais conseil et qu'alors qu'il mourait, on ne sait pas trop, de la typhoïde, il était parti voir une manifestation théâtrale alors qu'il se mourait. Donc il a fini crucifié. Vous voyez quand même c'était des sanctions définitives. Dans le haut Moyen-Âge, ensuite, au temps des invasions barbares, les peuplades qui venaient de l'Est sont venus avec tout un tas de choses, mais notamment leurs règles. Et en matière médicale, les Visigoths, eux, ne payaient le médecin que s'il avait été efficace. Donc au moins, il n'y avait pas trop de difficultés. Alors que les Ostrogoths, eux, livraient, si le médecin n'avait pas été efficace, et si le patient, par exemple, était mort, ils livraient à la famille du défunt le médecin. Et c'est ainsi que Gontran, roi de Bourgogne, a fait tuer les 2 médecins de sa défunte femme, la reine Ostrigilde, parce qu'il ne l'avait pas sauvée de son funeste destin. Alors on me fait des signes, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vous voulez bien votre micro près de que je le prenne près de la bouche. Au bas Moyen-Âge, ensuite, c'est une période d'irresponsabilité. Les choses se calment et c'est une sorte d'irresponsabilité quasi mystique ou mystico-religieuse, comme ça touche à la vie, l'activité du médecin a quelque chose de surnaturel et le médecin, finalement, a pour rôle de lutter contre les forces occultes du mal qui sont à l'œuvre dans la maladie et le devenir du patient relevant dès lors d'une décision divine. Il n'y a plus aucune place à une contestation éventuelle des soins prodigués et donc, par là même, à l'engagement d'une quelconque responsabilité. Mais cela n'empêchera quand même pas de temps à autre l'arbitraire d'agir, mais souvent plus pour des raisons politiques, j'allais dire, que des raisons médico-légales. Et l'histoire ainsi se souvient du pape Jean XXII qui a fait trucider son médecin parce qu'il soupçonnait, il pensait que peut-être il allait l'empoisonner avec ses remèdes, ou Laurent de Médicis qui a fait balancer dans un puits le médecin, là encore son médecin, pareil, parce qu'il suspectait de l'empoisonner. Et c'est finalement qu'à la Renaissance, avec le début de la diffusion des bonnes pratiques, tant médicales d'ailleurs, enfin le début des bonnes pratiques, que judiciaires,
que la volonté divine, en quelque sorte, va céder le pas peu à peu à une interprétation plus pragmatique des choses, mais on est encore loin du 4 mars 2002, vous en conviendrez. Et les premiers experts judiciaires, il y en a plusieurs à cette table, seront créés là, à cette époque, par Henri IV en 1606 et deviendront, ce qu'ils sont encore aujourd'hui, hein, les médecins, les spécialistes de l'évaluation du dommage corporel et qui sont des acteurs incontournables dans les procédures qui conduisent à la réparation des préjudices subis par les victimes. Et donc, après cette période du Moyen-Âge, je ne résiste pas, alors même si on a un peu dépassé, à vous citer l'un de ceux qui décrira le mieux, avec ironie, cette période un peu d'impunité qui n'avait d'égal d'ailleurs que probablement leur incompétence. Je parle des médecins, c'est Molière, à tout seigneur, tout honneur, je viens de l'Hérault, donc Pézenas, c'est pas très loin, la cité de Molière. Et on pense que c'est avec l'aide d'un de ses amis montpelliérains d'ailleurs, monsieur de Mauvillain, qu'il a écrit toutes ces farces parodiant le docteur. Je vous cite Diafoirus, juste pour m'amuser, dans le Malade imaginaire. À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. J'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez à répondre de vos actions à personne, etc., etc. Et je passe. Et voilà, à grandes enjambées, nous voici à la période contemporaine où les choses en France vont se judiciariser davantage, notamment au XIXe siècle, sous l'impulsion des juristes napoléoniens, le code Napoléon. Les notions se précisent et les jurisprudences commencent à fleurir. On garde la trace de la première condamnation en haut de la pyramide, c'est-à-dire à la Cour de cassation d'un médecin français, c'est le fameux arrêt Guigne en 1835 qui viendra consacrer les éléments fondamentaux de la responsabilité médicale qui sont toujours en vigueur et sur lesquels on va revenir, l'obligation de moyens, la prise en compte des données acquises de la science. Là, c'était l'histoire en fait d'un ouvrier agricole qui s'appelait Monsieur Guigne qui attaquait son médecin, le docteur Touré-Noroy, qui était défendu par le Dupont-Moretti de l'époque, Adolphe Crémieux, qui allait devenir ministre de la Justice, et qu'il tenait pour responsable de l'amputation de son bras. En fait, il avait, en lui faisant une saignée, il y avait coupé l'artère et il avait mal ficelé le tout, ça avait fini en gangrène, bref. Un deuxième arrêt encore célèbre, et puis je m'en arrêterai là pour arriver à la loi Kouchner ensuite, parce que sinon ça ne partira pas le débat, c'est l'arrêt Mercier en 1936 qui va ouvrir une nouvelle brèche dans le contentieux, vers un contentieux médical plus large, où la gravité de la faute ne sera plus le critère central. Et c'est par cet arrêt-là, au-delà des domaines délictuels ou quasi délictuels qu'on visait d'habitude, que la Cour de cassation vient consacrer l'existence d'un contrat, une responsabilité contractuelle entre le médecin et son patient, et ce caractère contractuel de la relation médecin-malade et les obligations qui en découlent seront ensuite précisées de façon divergente parfois par une succession de nouvelles jurisprudences qui portent sur la présomption de la faute, la responsabilité sans faute, la perte de chance, l'obligation de moyens de sécurité, la charge de la preuve, etc. Et le problème, c'est qu'en fonction du type de responsabilité engagée, on commence à fleurir un certain nombre de ces jurisprudences, parfois totalement divergentes, qui certes animaient les débats dans le microcosme des juristes de la santé, mais en pratique déboussolaient les patients comme les praticiens. Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé à encore grandes enjambées, à cette grande loi, la loi Kouchner du 432, qui va consacrer les droits des malades et faire le ménage, en quelque sorte, dans ces jurisprudences, et inscrire non plus dans le basalte, pour revenir à mon commencement, de la pierre d'Abourbi, mais dans le marbre de la loi française, les grands principes de la responsabilité médicale que mes collègues vont avoir désormais à cœur, et peut-être le professeur Manaouil de vous présenter dans un premier temps. Voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaires. Merci pour cette présentation, on est remonté quand même très loin. Cécile Manaouil, je vous rappelle que vous êtes professeur de médecine légale à l'Université de Picardie, docteur en droit expert près de la Cour d'appel d'Amiens. Vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu sans remonter forcément jusqu'aux endroits où le docteur Catala nous a emmenés. Simplement, je voulais savoir si cette loi du 4 mars 2002, ça a été finalement le grand soir de la responsabilité médicale. Alors, c'est un apport majeur. Rapprochez bien le micro, s'il vous plaît. D'abord, merci pour cette invitation. La loi du 4 mars 2002, alors c'est le grand soir ou le grand matin, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment un apport majeur pour la responsabilité médicale, mais avant tout pour les droits des patients. La loi du 4 mars 2002, c'est la personne de confiance, c'est l'accès au dossier médical,
Et donc, pour l'ensemble des droits des patients, on revient toujours à cette loi du 4.3.2, c'est facile à retenir. Donc c'est vrai que s'il y a une date qu'on retient, c'est bien celle-là. Et donc, en matière de responsabilité médicale, c'est un bouleversement. On n'avait auparavant pas spécifiquement des règles pour la responsabilité médicale. Les juristes utilisaient la responsabilité contractuelle, la responsabilité délictuelle, il y avait des tas de débats, etc. Et là, on a une loi majeure qui unifie les choses et qui s'applique qu'on ait été soigné par des médecins libéraux en établissement public de santé ou en établissement privé. Alors, il y a des règles spécifiques encore, mais on a tout un pan d'harmonisation, par exemple sur le délai de prescription. Donc c'est aussi la loi du 4 mars 2002, l'instauration de grandes instances que sont l'ONIAM, les CCI et puis la CNAMED. Donc, quelques mots sur chacun, si vous voulez bien. Donc, l'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. C'est une création de la loi du 4 mars 2002. Je vous incite à aller sur le site internet de l'ONIAM, qui explique bien toutes les missions. Mais en particulier, ce qui nous intéresse là, c'est l'indemnisation de l'aléa thérapeutique. Il y avait des jurisprudences auparavant, mais là, on a un office qui va être alimenté par la sécurité sociale. L'argent ne provient pas des assurances des médecins, mais bien de la sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale, qui est en cours de discussion d'ailleurs actuellement et au Sénat. Et donc, cet office, il va indemniser sous conditions, notamment en conditions de gravité et d'anormalité. Donc, tout le monde n'est pas indemnisé, mais on va dire que les préjudices les plus graves vont pouvoir être indemnisés en cas d'aléa. Donc un aléa, c'est un accident médical sans faute. On n'a pas retrouvé de faute. Et c'est vraiment un apport majeur parce que, honnêtement, pour des médecins, quand ils sont à une expertise et que finalement on conclut à la fin qu'on va indemniser au titre d'un aléa, c'est un soulagement globalement pour tout le monde. C'est un soulagement pour le patient qui va être indemnisé, mais c'est aussi un soulagement pour le médecin à qui on dit c'est un aléa, ça n'est pas de votre faute, vous n'avez pas commis de faute, et donc, voilà, globalement, c'est un soulagement. Donc ça passe par des commissions que sont les CCI ou CCIAM, SIAM, Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Initialement, c'était dans les régions, donc on parlait de CRCI. Maintenant, on est resté sur les anciennes régions, donc finalement, on parle de CCI. Et donc, il y a une commission, globalement, dans chaque ancienne région, avant la réforme des régions. C'est facile. L'intérêt aussi de tout cela, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les patients de saisir ces CCI. Et enfin, la CNAMED, la Commission nationale des accidents médicaux, qui est en charge essentiellement de faire une liste d'experts qui vont se consacrer donc à la responsabilité médicale, qui sont motivés pour faire les expertises en responsabilité médicale. Merci pour ces points, parce que c'est important il y a beaucoup d'acronymes, mais c'est important au moins de remettre les choses à plat. J'ai entendu quelque chose d'important, c'est que ça facilitait les choses pour les patients notamment. Peut-être qu'on peut vous donner la parole justement, parce que vous représentez, Marie-Annick Lambert, le France Assos Santé, donc ce sont les patients. Est-ce que cette loi, qui était très importante pour les médecins, a aussi changé les choses pour les patients ? Oui, puisque... Rapprochez bien le micro, s'il vous plaît, chacun d'entre vous. Comme vient de le rappeler Mme Manaoui, c'est la loi fondatrice en matière de des droits des patients, que quelque part je représente ici, puisque France Assos Santé regroupe presque bientôt une centaine d'associations d'usagers de la santé. Donc oui, c'est la loi du 4 mars 2002 qui a élargi l'accès aux droits pour les patients, en matière d'indemnisation, mais pas forcément en matière d'indemnisation, parce qu'on s'aperçoit que souvent, ils essayent de comprendre ou de faire cesser des dysfonctionnements. Et ça, je peux le dire parce que moi, j'ai une expérience de terrain, puisque je suis membre des 3 institutions. Je suis membre de la CCI d'Île-de-France, où je siège depuis sa création, de la CNAMED, aux côtés de Mme Manaoui, et aussi au Conseil d'orientation de l'ONIAM. Donc c'est très intéressant de voir comment peuvent fonctionner les 3 piliers de ce pilier d'indemnisation des accidents médicaux. Donc à la fois, ça a élargi l'accès aux droits pour les patients, mais je pense aussi
que pour les médecins, c'est une loi formidable parce que, comme vient encore de le rappeler Mme Manaoui, elle indemnise l'aléa. Avant la loi du 4 mars 2002, il y avait une recherche de faute systématique, puisque sans faute, il ne pouvait pas y avoir de responsabilité et de reconnaissance de responsabilité quand un patient avait été victime d'un accident médical. Et il y avait sans doute des accidents médicaux qui ont été déclarés fautifs et qui étaient borderline. Donc c'est aussi une loi qui a servi les médecins. On va y revenir, bien sûr. Karine Balland-Peltre, vous êtes conseillère nationale de l'Ordre. Oui, justement, merci. j'entendais une loi formidable pour les médecins, c'est vrai? Une loi formidable pour les médecins. Alors, c'est vrai, oui et non. Comme dans toute loi, il y a du positif et du négatif. Donc, du point de vue des médecins, on a cette sensation de vulnérabilité sur le plan médico-légal qui existait peut-être moins avant l'apparition de cette loi. J'en tiens pour compte le nombre d'appels qu'on peut avoir dans les conseils départementaux sur la délivrance des dossiers médicaux, l'établissement des certificats, le secret professionnel. Le premier point que je voulais évoquer, c'était surtout la majoration d'une pratique médicale défensive. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les médecins sont conscients qu'ils mettent en place cette pratique défensive en espérant éviter la suite médico-légale. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur pratique médicale, s'ajoute une donnée extra-médicale dans leur raisonnement clinique. Donc les exemples sont simples, hein, c'est une surconsommation de soins sur le plan médicamenteux, sur le plan des examens complémentaires. C'est une médecine d'évitement de certains patients à risque médico-légaux. C'est un évitement d'actes qui sont plus à risque. C'est une crainte de refuser les demandes que l'on cite dans notre profession comme abusives. C'est aussi, quelque part, le risque d'abandon de gestes qu'on ne maîtrise pas pour les donner à faire à d'autres confrères, avec un risque d'engorgement des autres spécialités, mais aussi des autres urgences. Le point positif, parce qu'il y en a, bien entendu, c'est aussi une prise de conscience de nos limites. Et cette prise de conscience de nos limites et de l'absence de maîtrise de certains gestes, en fait, permet d'éviter souvent la responsabilité. Par contre, moi, je pose une question. Est-ce que cette peur peut empêcher nos jeunes confrères, qui sont plus acculturés que nous à cette loi, de s'installer? Et puis le deuxième risque et la deuxième question, c'est est-ce qu'on risque d'éviter les patients qu'on juge à risque contentieux dans nos pratiques médicales? Alors, vous posez deux questions. Est-ce qu'on a des réponses à formuler ou est-ce qu'on attend encore quelque part d'expérimenter cette loi? Alors, il n'y a pas d'études au sujet de ces deux questions. Je pense que ça peut être des travaux secondaires. C'est un peu des questions lancées pour espérer avoir quelques réponses. Mon sentiment, qui est purement subjectif, en aucun cas objectif avec des chiffres, et que peut-être les plus jeunes ont cette crainte médico-légale. On le voit dans les services avec des demandes de seniors sur des avis répétés, sur des dossiers médicaux, en leur donnant l'impression qu'ils partagent quelque part leurs responsabilités médico-légales. Cécile Manaoui, si vous voulez bien, peut-être on peut rebondir sur ce point, parce qu'il y a des questions de droit, mais il y a aussi des questions qui peuvent être abordées aussi quand on parle de la jeunesse. Est-ce que c'est des choses que vous entendez, vous, ces derniers temps, qui remontent? Alors, le risque médico-légal, effectivement, le risque médico-légal, effectivement, chaque médecin y pense. Ça ne doit pas. Il faut d'abord faire du médical, plutôt que du médico-légal. Pour les médecins, ils sont d'abord là pour soigner. Moi, je leur dis toujours que l'important, c'est de faire les meilleurs soins possibles et surtout de tout tracer dans le dossier médical. Votre meilleure défense, c'est un dossier médical bien rempli, déjà. Le choix de la spécialité, il est multifactoriel. Il est vrai que quand on regarde les spécialités les plus demandées, par exemple l'ophtalmologie ou la dermatologie, la chirurgie plastique, c'est encore autre chose, mais ça ne fait pas partie des spécialités à risque de mise en cause. On sait qu'un neurochirurgien, un chirurgien orthopédiste en libéral, globalement, il aura une procédure tous les 2 ans. Mais voilà, ça doit faire partie. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que ça fait partie des risques du métier. On est sur un métier où on prend des décisions importantes, qui ont un impact sur la santé des personnes.
et on doit en assumer les conséquences. Maintenant, il faut se préparer à avoir des procédures. Avoir une procédure, ça ne veut pas dire être condamné. Il y a tout un tas de procédures qui ne vont pas aboutir à une condamnation du médecin à indemniser. Donc, la plupart du temps, il y aura un rejet de la procédure. C'est compliqué pour les patients d'aller rechercher la responsabilité d'un médecin. Il y aura beaucoup de rejets, il y aura des aléas qui vont permettre une indemnisation, mais sans retenir de faute. Donc, voilà, il faut que chaque professionnel de santé sache qu'au cours de sa carrière, il va gérer des procédures. Pour ça, il a une assurance. Un autre rapport de la loi du 4 mars 2002, c'est l'obligation d'assurance pour les professionnels de santé libéraux et pour les établissements de santé, publics et privés. Donc tout médecin qui exerce en libéral doit obligatoirement être assuré, sous peine d'ailleurs de peine d'amende et d'interdiction d'exercer. Donc il a une assurance, il aura un accompagnement, mais heureusement il nous faut des obstétriciens, par exemple, s'il y a une spécialité où c'est compliqué quand même, la mise en cause, c'est l'obstétrique. Il nous faut encore des obstétriciens et il faut simplement qu'on explique aux médecins qu'ils auront des procédures au cours de leur carrière et qu'il faut apprendre à les gérer. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites et je sais que vous voulez prendre la parole. Après, je donnerai la parole également à Philippe Catala et je rappelle dans la salle, pour tous ceux qui veulent également poser des questions ou des interpellations, évidemment, il y a des micros à votre disposition. Madame. Moi, je pense qu'il faut effectivement rassurer les médecins et les jeunes médecins. Parce que je comprends bien sûr leur angoisse. On peut dire que depuis 20 ans, en élargissant l'accès au droit, ils ont l'impression d'être mis en cause. Mais comme il vient d'être rappelé, une procédure, ce n'est pas du tout une condamnation. Et moi qui suis de l'autre côté, je peux vous dire que dans les dossiers qui viennent devant les CCI, une majorité d'entre eux ne cherchent pas la faute. Une majorité d'entre eux cherchent à comprendre. Et on s'aperçoit que très souvent, si en amont, il y avait eu des communications, alors évidemment, les dossiers de CCI viennent beaucoup plus souvent d'opérations que de médecine de ville, on est bien d'accord. Mais la communication n'a pas été faite autour de l'accident médical, les gens n'ont pas compris. Et on voit, je peux vous le dire, des dossiers récurrents de certains services où on voit qu'il y a un problème de communication. Certains d'entre eux viennent pour comprendre, mais ils viennent aussi pour corriger le dysfonctionnement quand il y a eu un dysfonctionnement d'un service et pour que d'autres ne soient pas victimes du même accident. Donc il n'y a pas forcément une recherche de responsabilité, en tout cas jamais de condamnation dans les CCI. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas la responsabilité pénale, mais il faut savoir que les gens qui vont au pénal sont souvent des gens qui cherchent une vengeance et qui ont besoin d'un bouc émissaire. Donc, que ce soit devant les tribunaux ou que ce soit dans les CCI, alors, dans les CCI, ce n'est pas forcément une recherche d'indemnisation. Donc, il faut rassurer les médecins sur ce sujet. Je peux voir combien ils sont mal quand ils viennent devant les CCI, mais comme l'a rappelé encore Mme Manaoui, les dossiers, même devant les CCI, sont souvent aussi des rejets. Et les patients à risque, c'est d'ailleurs, ça émane de tous les rapports d'expertise qui arrivent. Un patient à risque, évidemment que l'expert va tenir compte du risque et donc la responsabilité ne sera éventuellement partielle ou sera rejetée. Donc surtout que cette angoisse d'une procédure n'évite pas ou n'empêche pas de soigner les plus gravement malades souvent, qui sont les patients à risque important. Philippe Catala, sur ce qui vient d'être dit, c'est important parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité pour le médecin. Oui, je vais me permettre de poser finalement à nos collègues autour de autres interlocuteurs autour de la table, une question sur leur notion de comparaison internationale. Est-ce que cette sinistralité
Est-ce que cette pression médico-légale qui désamorcerait des vocations ou changerait les vocations de certains, est-ce que vous avez des pratiques, comme disait Karine Ballampeltre, qui modifient les pratiques en faveur de médecine défensive? Est-ce qu'on a des regards sur ce qui se passe à l'étranger? On entend souvent parler en matière des États-Unis, mais est-ce que l'une ou l'autre pouvait commenter cela? Cécile Manaoui, quelques mots, puis on rebondira après sur la sécurité. Alors, des comparaisons. C'est très compliqué. Déjà, vous savez, pour bien avoir le panorama de ce qui existe en France, entre le pénal, le civil, l'administratif, la déontologie, c'est déjà pas simple. Faire des comparaisons, ça me semble compliqué. Moi, je reste centré sur la France. Après, il y a des pays où les assurances qu'on peut comparer aussi, c'est le montant de l'assurance. Hein. Ça va de 800 € à 18 000 € environ, hein, une assurance, suivant le statut du médecin. Donc il y a des pays où c'est beaucoup plus cher, comme aux États-Unis. Hein. Et puis, mais le médecin ne doit pas avoir le sentiment non plus de dire c'est géré par mon assurance. Hein, voilà. Il ne faut pas se dire... Effectivement, l'assurance, de toute façon, elle est obligatoire pour un médecin libéral. L'assureur va accompagner le médecin mis en cause, et c'est important. Mais il faut avant tout, moi, sur quoi je veux insister, c'est que le médecin, quand il est convoqué à une expertise, il faut y aller. Hein. Il faut aller montrer qu'on a bien travaillé. Est-ce qu'il y a une crainte de la part des médecins d'y aller? Est-ce qu'il y a une crainte? Oui, Madame Ballampeltre rebondira aussi là-dessus. C'est très difficile pour un médecin, vous savez, c'est très difficile de se retrouver en expertise face à un ou deux experts, en face du patient, hein, puisque l'expertise est contradictoire. On est là sur l'expertise civile, c'est contradictoire. Donc il y a et les médecins mis en cause, et en face le patient, ou quand le patient est décédé, quelques membres de sa famille. Et alors, il y a des cas où ça peut être très, très tendu, hein, très, très tendu, et c'est à l'expert de faire que tout le monde se respecte et qu'on ne s'invective pas. Il y a des cas, par contre, où, comme disait Marianne, c'est que, en fait, le patient, il est là pour essayer de comprendre. On est quand même sur une commission, sur une procédure d'indemnisation, mais d'abord comprendre, éventuellement être indemnisé. Mais c'est déjà arrivé à des expertises où le patient dit « Mais moi, j'ai rien contre le médecin. C'est une infection nosocomiale. C'est pas contre le médecin que j'en ai, hein. C'est l'établissement qui va indemniser l'infection nosocomiale, pas le médecin. Donc on m'a dit de mettre en cause le médecin, donc je le mets en cause, je mets le chirurgien en cause dans une procédure d'infection nosocomiale. J'ai rien contre lui. D'ailleurs, au docteur, il y a l'autre prothèse à faire, hein. Et quand est-ce qu'on fait l'autre prothèse, hein? Ça pose la question pour les médecins de est-ce que je peux continuer à soigner, à opérer un patient qui m'a mis en cause, hein. Mais voilà, il y a des aléas, des infections nosocomiales où le patient dira « moi, j'ai rien contre le médecin ». Mais c'est vraiment important, même si vous avez une assurance qui est là pour vous accompagner. L'assurance, voilà, elle accompagne par un avocat, par un médecin qui vous assiste. Mais avant tout, les médecins, il faut qu'ils aillent aux expertises pour montrer qu'ils ont bien travaillé. Honnêtement, les procédures sont tellement complexes, c'est toujours compliqué de comparer. Et ça, moi, je ne suis pas compétente pour comparer sur l'ensemble. Vous avez peut-être, je ne sais pas s'il y a des chiffres, mais est-ce qu'il y a beaucoup de hausses de procédures depuis le 4 mars 2002? Est-ce que vous avez vu des choses exponentielles ou est-ce qu'au contraire, bon, c'est jugulé? Alors, c'est toujours pareil. Ce qu'on a vu, c'est que depuis la loi du 4 mars 2002, les CCI ont vraiment... Alors, il y a eu toute une montée en charge parce qu'initialement, les patients ne connaissaient pas la CCI. Donc, il a fallu quelques années pour que les patients la connaissent et aussi les avocats. Hein. Et puis maintenant, on a une stabilisation. On est autour de 4500 expertises, si on parle 4500 expertises sollicitées. Donc, la majorité des procédures, maintenant, en indemnisation, elles commencent à la CCI. Hein. C'est quelque chose en plus, la CCI. Et après, il n'y a pas de commission d'appel. Hein. Si on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, on retourne au judiciaire ou en administratif sur la procédure classique. Donc maintenant, les CCI, elles sont très utilisées parce que quand même faciles à solliciter. Les nombres, les assureurs ne parlent pas d'augmentation majeure du nombre de contentieux. Par contre, ils parlent du montant de l'indemnisation qui augmente toujours. C'est-à-dire que ça, c'est le dommage corporel qui fait que le nombre de préjudices a augmenté. Avec la nomenclature d'Intillac, le nombre de postes de préjudice a augmenté. Et le montant de chaque préjudice est indemnisé toujours un peu plus. Donc peut-être pas plus de dossiers, mais plus de montants d'indemnisation. Ouais. Bon, on va voir ça effectivement. Tout à l'heure, quand je parlais de crainte,
Je vous ai vu hocher la tête. Oui, Je voulais avoir votre sentiment, du coup. Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Cécile Manaouil pour faire aussi donc du dommage médical. Il est certain que les médecins, souvent, alors sous l'influence des assurances, font le choix de ne pas venir parce que sur le plan assurantiel, on leur a dit de ne pas venir. Parfois, certains viennent. C'est très important de venir. C'est très important de venir pour expliquer aux patients ce qui s'est passé, pour s'expliquer à soi-même ce qui s'est passé et démarrer un travail de résilience le cas échéant. Ça, c'est extrêmement important. Et nous sommes formés en tant qu'experts en responsabilité médicale pour qu'effectivement les choses se passent bien, sans conflit. L'objectif étant, comme le juge nous demande de le faire, que le conflit, s'il y a, la responsabilité, s'il y a, partagée ou non, soit répartie et surtout comprise à la sortie de ces expertises qui peuvent parfois durer plusieurs heures. Donc c'est vrai que pour nos confrères, c'est extrêmement compliqué et c'est un temps fort dans cette démarche juridique. Et je pense que c'est surtout ça qu'ils craignent avant tout, c'est se retrouver confrontés à la médecine parfaite n'existe pas, les imperfections doivent être comprises par tous. Mais je sais que vous vouliez intervenir, Philippe Catala, vous vouliez rajouter un petit mot sur ce point ? Non, certainement avoir la vision du patient, oui, sur vos attentes finalement. Et est-ce que cette loi est allée au bout de ce que vous attendez en matière de prise en compte et des catastrophes de la vie et des accidents médicaux fautifs, et vers quoi, quels sont encore vos le dialogue attentes nécessaire que l'on peut avoir ici entre les médecins et les patients, c'est essentiel, on est là pour ça. Je crois que l'essentiel, c'est d'expliquer que le patient n'est jamais l'ennemi de son médecin, même quand il y a une procédure en cours. Et je rejoindrai vraiment ce qui vient d'être dit. L'expertise est un moment essentiel. Je comprends tout à fait que le médecin appréhende, mais imaginez-vous combien le patient l'appréhende encore plus. Pour les patients, c'est le moment le plus difficile, l'expertise. Parce que s'il a choisi la CCI, c'est, comme on vous l'a dit, parce que c'était un accès gratuit, que l'expertise, il n'a pas à en faire l'avance, mais c'est aussi, en tout cas en Ile-de-France, on voit bien une majorité de patients se présentent sans avocat et sans médecin conseil. Et à l'expertise, il est totalement dérouté, totalement désarçonné, parce que s'il a initié cette procédure devant la CCI, c'est qu'il y a bien eu un accident médical, qui se sent souvent victime de l'accident médical, c'est comme ça qu'il le vit en tout cas lui, et qu'il a l'impression, après s'être heurté souvent à l'hôpital ou à un établissement hospitalier privé, à des médecins qui se connaissent tous entre eux, parce que pour lui, il ne fait pas la différence entre le médecin conseil de l'assureur, le médecin expert, les médecins en cause. Il est terrorisé. Et c'est pour moi très important que les médecins qui sont convoqués à l'expertise viennent, n'écoutent pas leur assureur. Parce que je suis désolée, pour les patients, c'est plus important d'avoir en face une discussion franche et ouverte, un contact humain avec les médecins qui sont intervenus dans son cas, plutôt qu'avec des médecins d'assureurs qui ont toujours une position purement juridique et qui n'ont qu'un objectif, c'est la défense. Donc vraiment, il faut, et c'est important, c'est essentiel même, que le médecin vienne à l'expertise. Alors, sur la loi du 4 mars 2002, évidemment qu'une loi n'est jamais suffisante et qu'il faut la faire évoluer. On voit bien d'ailleurs dans les imprécisions ou dans l'évolution, la jurisprudence sert à ça, celle des tribunaux et celle des CCI, bien qu'il n'y ait pas vraiment de jurisprudence des CCI, puisque ce ne sont que des avis consultatifs, qu'il n'y a toujours pas de banque de données et que la CNAMED, dont la mission en dehors de l'inscription des experts, est aussi l'harmonisation des jurisprudences de CCI pour qu'il n'y ait pas trop d'hétérogénéité, a beaucoup de mal à accomplir cette mission. Mais par exemple, l'une des difficultés qui est apparue avec la pandémie, avec le Covid, d'accord,
pose typiquement un problème juridique. Car le système de la loi du 4 mars 2002 qui a créé la notion d'infection nosocomiale indemnisable fait que les personnes qui ont attrapé le Covid quand ils étaient hospitalisés, rappelons-nous que les personnes hospitalisées pendant la pandémie étaient souvent des malades les plus graves et à grand risque avec beaucoup de comorbidités, sont sur le principe de l'infection nosocomiale indemnisable. Et que, évidemment, si vous avez attrapé le Covid en ville, vous ne l'êtes pas, puisque c'était une pandémie, que tout le monde le reconnaît, que les hôpitaux ne pouvaient pas lutter contre cette pandémie, mais néanmoins, juridiquement, ça reste une infection nosocomiale. Et c'est très important parce que le corps médical s'oppose aux juristes sur ce sujet, parce que moralement, à partir du moment où on dit que c'est une infection nosocomiale, il a l'impression que sa responsabilité est en cause. Elle ne l'est pas, puisque dans tous les cas, les infections nosocomiales sont indemnisées par l'ONIAM, mais c'est typiquement des notions qui peuvent poser problème. Cécile Manaoui, je vous ai vu prendre le micro, c'est-à-dire que vous voulez peut-être éventuellement rebondir là-dessus, puis j'aurai une autre question après sur la loi à vous poser. Un mot sur les infections nosocomiales, parce que c'est globalement un tiers du contentieux. Moi, je suis membre de CCI aussi depuis 2003, depuis sa création. On voit beaucoup de dossiers d'infection nosocomiale. Donc, une infection nosocomiale, c'est une infection contractée lors des soins, lors d'une prise en charge qui n'était ni présente ni en incubation au moment de l'admission. Donc, c'est vrai que le Covid fait partie des sujets un peu... Alors, il n'y a pas de... entre médecins, on en discute et on n'est pas tous d'accord parce que cette notion donc d'infection qui est contractée à l'hôpital, qui n'était pas présente à l'admission ni en incubation, effectivement, si on rentre à l'hôpital pour un Covid grave, c'est pas une infection nosocomiale, mais si je rentre à l'hôpital pour n'importe quel petit accident, pour une intervention chirurgicale, et puis que je contracte le Covid à l'hôpital, eh bien, logiquement, on est effectivement dans la définition de l'infection nosocomiale. Donc là, ça heurte un petit peu l'esprit parce qu'on se dit finalement, il y avait plus de risques d'attraper le Covid en dehors de l'hôpital que de l'attraper à l'hôpital, puisque à l'hôpital, on prenait encore plus de précautions et dès le départ, on avait des masques. Dès le départ, à l'hôpital, très très vite, on a mis des masques et on essayait de se protéger. Donc ça, c'est en débat et donc peut-être que ça évoluera, mais effectivement, c'est un contentieux abondant, l'infection nosocomiale, notamment en CCI. C'est un cas effectivement très précis. Peut-être prenons, Karine Malamped, des cas très concrets de ce que vous vivez, vous, sur le terrain, pour voir en termes de responsabilité médicale les évolutions depuis le 4 mars 2002. Est-ce que vous avez senti que les patients, effectivement, se sont apaisés depuis tout ce qu'on avait connu avant la loi et après la loi, notamment dans vos rapports avec les patients? Donnez-nous quelques exemples un peu de ce que vous vivez au jour le jour. Alors, je voulais surtout évoquer la notion extrêmement positive de l'information qu'on est obligé de délivrer à nos patients, qui est une vraie avancée dans notre pratique médicale. En fait, alors la charge de la preuve nous incombe, contrairement aux autres manquements ou aux autres fautes. Cette information, quand elle est claire, quand elle est loyale, quand elle est adaptée, permet d'obtenir un vrai consentement. Alors, le travers, c'est quoi? C'est quand on donne trop d'informations. Un excès d'informations peut générer un risque de refus. Et ce risque de refus peut parfois être délétère avec une vraie perte de chance. Donc ça, c'est un peu son travers. Sur le plan pratique, les feuilles standardisées en fait, de consentement existent surtout pour les actes techniques. Et ce consentement n'est que verbal dans les milliers d'actes effectués au quotidien, par exemple en médecine générale. Vous avez une angine, est-ce que vous me donnez l'autorisation de regarder dans votre gorge? Si le médecin ne prend pas le temps de tracer ça sur le dossier médical, on n'a pas de consentement écrit. Donc je dirais que c'est un peu peut-être les limites
de ces fameuses feuilles de consentement. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il serait nécessaire d'aller jusque-là? Est-ce qu'il faudrait que les patients signent à chaque fois qu'on fait un acte médical? Exactement. Et ça paraît presque bénin, j'allais dire de le dire comme ça, presque banal. Cécile Manawil, et après je donnerai la parole aux patients. Alors, surtout pas de signature. Moi, je pense que déjà, quand on va se faire opérer, on signe tout un tas de choses. Et à un moment donné, il y avait le débat de est-ce que chaque gynécologue doit faire signer la patiente avant de lui faire un examen gynécologique? Mais surtout pas, n'allons pas vers ça. Hein. La loi du 4 mars 2002, elle n'a jamais imposé la signature. La loi du 4 mars 2002, elle dit qu'il faut une information loyale, claire, appropriée, adaptée aux patients. Il faut s'adapter aux patients qu'on a en face de soi, à ses demandes. Et puis, sur les risques, on dit qu'il faut informer sur les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Donc, les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Et cette information, elle est orale dans la loi. Alors, certes, les assureurs demandent concrètement à leurs médecins adhérents de faire signer des documents parce que c'est un peu la solution de facilité, la signature. Hein. C'est le document, on va le sortir devant l'expert et on dira, vous voyez, il a bien été informé. Il y a des documents, on se pose quand même la question de savoir dans quelles conditions on a réellement recueilli la signature du patient. Et ce qui compte, c'est vraiment, moi je suis beaucoup plus attachée à un chirurgien qui explique qu'il a informé, qui le note dans son courrier, qui va mettre, le patient m'a surtout posé des questions sur la durée de l'arrêt de travail ou sur la cicatrice ou sur tel risque, qui a fait un dessin, qui a fait un schéma pour expliquer. Ça va être noté avec des notes dans le dossier médical, etc. Alors effectivement, tout ça, c'est plus long que de faire signer un papier. Hein. Mais ne croyez pas que vous êtes totalement protégé par la signature d'un papier, parce que ça peut s'avérer un peu de caractère très automatique sans aucune information. La loi, ce qu'elle impose, c'est une information orale et une discussion. Donc il ne faut surtout pas aller vers plus de signatures. Déjà bien assez. Je répète pour la salle, nous sommes dans des cas concrets. Si vous avez des questions à poser ici à nos débatteurs, je crois qu'il y a une main levée. Si on peut faire passer un micro, s'il vous plaît. Voilà, mademoiselle, merci beaucoup, c'est très gentil. Je vous demanderai juste peut-être de vous présenter en 2 mots, s'il vous plaît. Oui, je suis le docteur Plétel, président du conseil départemental du Nord, et par ailleurs assesseur dans la CCI des Hauts-de-France. C'est pas vraiment une question, mais d'abord un remerciement pour ce débat et merci à Philippe pour ce rappel historique passionnant. L'argent, madame a dit les patients ne viennent pas pour l'argent. Si, là, ils sont beaucoup à venir pour ça. Faut l'admettre, mais ils viennent pour ça. Deuxièmement, les CCI, c'est très utile au Conseil de l'Ordre parce que ça nous permet de renvoyer certaines plaintes qui ne nous sont pas finalement destinées, où on nous demande finalement d'être experts, ce que nous ne sommes pas. Ça nous permet de les renvoyer vers ces structures qui, vous l'avez dit, permettent d'avoir une expertise gratuitement. Et ça, c'est très important parce que souvent, la plupart des patients qui n'ont pas les moyens de se payer une expertise. Et les prises en charge par la CCI, et ça leur permet vraiment d'aller jusqu'au bout. Et puis enfin, sur l'expertise, vous avez dit c'est important que le médecin y aille. Je suis d'accord avec vous. Et on a vécu une histoire un petit peu triste dans le Nord. Un patient qui est décédé aux urgences. Et sur la foi du rapport d'expertise qui a été demandé par cette famille, qui voulait savoir pourquoi ce patient était décédé, un patient jeune, eh bien, on a reçu une plainte contre 4 urgentistes, qui ont appris le jour de la conciliation à l'ordre qu'une expertise avait été réalisée. C'est-à-dire que leur hôpital ne les avait même pas informés, ils ne savaient pas que cette procédure était en route, et bien évidemment, ils n'avaient pas assisté à cette expertise, ils n'avaient pas pu donner leur vécu, leur version des faits. Et il a été extrêmement compliqué de rattraper le coup, si je puis dire, lors de la conciliation, sachant que quand on les écoutait, quand on faisait le cheminement, finalement, il n'y avait pas grand-chose à leur reprocher, au contraire de ce que disait l'expertise. Donc vraiment,
Il faut que les hôpitaux jouent le jeu, il faut que les juristes des hôpitaux informent les médecins dès qu'il y a une procédure et ne se contentent pas d'envoyer le juriste à l'expertise, qui avait été le cas cette fois-là. Merci pour votre témoignage. Vous parlez des juristes. Bon. C'est l'hôpital qui voulait cacher un dysfonctionnement. Et donc, évidemment, il n'avait pas informé ses médecins. Il y a discussion peut-être là-dessus. Parle aux juristes. On n'a pas. C'est pas tellement caché, c'est surtout que ça, on le voit vraiment en expertise. C'est-à-dire quand on est en libéral dans une clinique, on met en cause l'anesthésiste, le chirurgien. Chacun exerce à titre libéral. Chacun va venir à l'expertise et l'apport il est majeur. Chacun va pouvoir expliquer comment il a fait, expliquer ce qu'on n'arrive pas à déchiffrer dans le dossier aussi, parce que c'est pas toujours évident, nos multiples abréviations, etc. Quand c'est à l'hôpital, c'est variable d'un hôpital à l'autre. Donc il y a l'AP-HP qui est à part, puisque l'AP-HP n'est pas soumis à l'obligation d'assurance. En fait, il y a une dérogation qui fait que l'AP-HP est son propre assureur. Donc on a des médecins qui vont être dans le service juridique, qui peuvent venir dans les dossiers. Pour les autres hôpitaux, ils sont soumis à l'obligation d'assurance et c'est variable. Il y a des hôpitaux qui se disent j'ai un assureur, l'assureur se débrouille. Ils envoient donc, il y a un médecin de la compagnie missionné par la compagnie d'assurance qui va venir, qui ne connaît pas l'établissement. Donc, s'il a bien fait son travail, il a appelé quand même normalement. Ce médecin, il appelle les médecins qui ont pris en charge le patient pour savoir un peu comment ça fonctionne. Mais il ne saura pas répondre à toutes nos questions, il ne saura pas répondre. Mais là, il y a quelqu'un qui a écrit un mot, c'est qui? C'est un externe? C'est un interne? On ne sait pas, les gens, on ne sait pas qui a écrit dans le dossier. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, honnêtement, pour les patients qui font un recours à la CCI, voir qu'en face, on ne sait pas répondre aux questions, ils étaient là pour l'information, pour comprendre et pour l'indemnisation, mais voilà, ils veulent des explications quand même déjà, et donc ils sont face à un médecin missionné par l'assurance qui n'a jamais mis les pieds dans l'hôpital, qui ne sait pas expliquer, et ça c'est catastrophique. Et moi je peux vous dire qu'en expertise, quand le médecin hospitalier vient, alors effectivement il n'est pas obligé de venir, c'est pas lui qui est mis en cause, en CCI on met en cause un établissement de santé. Donc le médecin hospitalier, moi je pense que les directions d'hôpital devraient inciter les médecins hospitaliers à aller à l'expertise, expliquer, montrer qu'ils ont bien travaillé la plupart du temps. Ce n'est pas forcément le médecin qui a pris en charge le patient, ça peut être le chef de service ou un médecin du service, mais qu'il y ait au moins un médecin du service qui y aille. Pour avoir mené des expertises où c'est très rare que les médecins hospitaliers se déplacent, mais quand ils se déplacent et qu'ils ont une latitude de « je suis là pour expliquer comment ça s'est passé », eh bien, l'expertise, elle est totalement différente. Et clairement, les experts auront moins tendance à retenir une responsabilité quand ils ont eu un médecin qui est venu expliquer comment ça s'est passé que quand la politique de la chaise vide où on n'a personne. On a l'impression que la communication, c'est quand même un peu le nerf de la guerre, là, non ? Alors là, je vous parle de l'expertise en tant que telle. Donc, oui, mais on est même plus dans tout ce qu'on dit depuis le début. Dans tout ce qui a été dit, effectivement, on ne peut pas éviter toutes les procédures. Un chirurgien, malheureusement, il y a des infections nosocomiales, il peut y avoir des aléas, etc. Mais avec l'information, on peut réduire quand même un peu le nombre de procédures et surtout, avec un bon dialogue, on va... parce qu'il n'y a pas que la procédure indemnitaire dont on parle aujourd'hui, il y a les procédures disciplinaires et les procédures au pénal. Et au pénal, ça part aussi parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Le pénal, c'est quand même catastrophique, et parce que ça va durer très très longtemps, éventuellement. Et là, on ne parlera pas du pénal. La communication est importante. Bien sûr. Karim Balompel. Oui, pour rebondir sur la communication, la vraie avancée, une des avancées fondamentales, un pilier, c'est notre obligation de tenir correctement le dossier médical. Puisqu'en fait, c'est un moyen adapté qui est consultable par le patient, qui est réalisé par le médecin, et c'est un moyen de preuve. Le médecin, finalement, ne dispose pas d'autres traces écrites que ce dossier médical, et c'est un avantage fort pour la qualité des soins. Alors, la chose ce qui revient essentiellement sur le terrain, c'est oui, mais ça nous fait perdre du temps. Alors, je ne pense pas, ça évite de faire perdre du temps
après. Mais si vous voulez, c'est une pierre angulaire, cette tenue de dossier médical. Et puis ne pas perdre de vue que le médecin est dépositaire de ce dossier dont le patient a besoin pour mettre en cause la responsabilité du médecin. Donc c'est bien un vase clos, c'est bien un colloque singulier. Marianne Lambert, peut-être sur ce point. Oui, alors on voit que 20 ans après, l'accès au dossier médical n'est toujours pas naturel. Et on a une ligne d'écoute téléphonique à France Santé qui s'appelle Santé Info Droit, qui est évidemment alimentée encore en grande partie par les problèmes d'accidents médicaux. Et on voit que 20 ans après, le premier obstacle reste encore l'accès au dossier médical. À l'autre bout, on le voit aussi en CCI. Alors, je vais la citer parce que moi, je siège à la CCI d'Île-de-France et qu'on a évidemment beaucoup de dossiers de la PAP, de la PHP. Et on voit que certains établissements communiquent des dossiers médicaux partiels ou disent on a perdu cette partie comme par hasard, qui était la partie déterminante. Et le dossier médical, c'est le moyen de prouver que l'obligation de moyens a été remplie. C'est aussi un moyen, c'est ce que vous disiez, c'est un moyen essentiel. Et pour revenir à ce que disait Cécile, comment voulez-vous qu'une expertise avec un médecin d'assurance puisse aboutir à quelque chose, puisqu'il ne sait absolument pas ce qui s'est passé dans l'établissement? Donc c'est une expertise qui ne pourra jamais aboutir, puisque l'obligation de moyens, il ne sait pas comment elle a été remplie, puisqu'il ne connaît pas l'établissement. Nous avons une question dans la salle, peut-être sur ce point. Oui, Eugène du Loiret. Je voulais savoir, puisqu'on aborde la question du dossier médical, est-ce que la mention de la conclusion d'une RCP est importante dans un dossier médical? Juste pour votre information, sur la RCP, on y viendra cet après-midi, mais si Cécile Manaouil, éventuellement, en une phrase, vous pouvez répondre à monsieur, on abordera vraiment le fond cet après-midi. Donc sur la mention d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, déjà elle est réglementaire dans certains domaines. En cancérologie, c'est obligatoire de passer le dossier en RCP pour discuter d'une prise en charge. Et puis évidemment, la réunion de concertation pluridisciplinaire, ça se fait de plus en plus. On n'est plus dans un exercice médical individuel. Et évidemment, pour un expert, c'est quand même compliqué d'aller dire que l'indication n'était pas bonne quand elle a été discutée en RCP par plusieurs médecins avec plusieurs spécialités. Donc c'est absolument indispensable et donc ça se fait de plus en plus. Moi, pour avoir une note optimiste, c'est que plus les médecins sont jeunes, mieux ils remplissent le dossier médical. Alors si on reste sur ce dossier médical, tout le monde est jeune, hein. Peut-être vous voulez donner encore une ou deux indications. Sur le dossier médical, je voulais rebondir. Effectivement, les médecins ne sont encore pas au fait de la manière dont il faut le transmettre. Philippe, je pense, pourra le valider. C'est des questions qu'on a très fréquemment dans les conseils départementaux. On a un souci sur la transmission aux ayants droit, les motifs, les raisons, les délais. On a des médecins, effectivement, qui continuent à refuser de le donner, indiscutablement. On a des médecins qui, malheureusement, commettent l'erreur de donner la totalité du dossier papier sans en garder un double, sans prendre conscience que l'arrêt de l'activité ne signifie pas l'arrêt de la responsabilité. Alors, est-ce que pour aller vers, ça sera peut-être discuté cet après-midi, sur le DMP. Oui. Maintenant, les documents vont être sur ce DMP. Alors moi, le frein du DMP, c'est prendre connaissance d'un document dont on n'a pas l'expertise pour le comprendre. C'est un peu, voilà, le patient sera dépositaire effectivement de son document médical, mais va en prendre connaissance finalement seul, avec le risque d'aller regarder sur Internet et de générer une anxiété qui est inadaptée. Voilà. Ce sont des thèmes qu'on va aussi aborder cet après-midi. Une nouvelle question dans la salle, je crois, monsieur. Oui, donc Philippe Paris, je suis vice-président des Bouches-du-Rhône et je suis là au titre du CROM PACA. Je fais l'inscription des jeunes toutes les semaines, de façon un petit peu groupée, avec un diaporama où je fais passer un certain nombre de messages sur les risques et la prévention des risques. L'observation, donc, quand je posais la question aux jeunes, c'est qu'il y a effectivement, et quand on reçoit des médecins, soit étrangers, Union européenne ou des médecins de notre département, il n'y a pas de formation
initiale à la gestion du risque pendant la formation initiale. Et donc, si la loi Kouchner, effectivement, a été indispensable, il paraît indispensable aujourd'hui qu'il y ait une formation initiale à la gestion du risque. Vous disiez que les jeunes médecins sont désemparés ou ont peur du risque. Je leur fais l'analogie avec la conduite automobile. Il viendra l'idée de personne de donner un volant sans avoir appris le code de la route. Nous, on pratique la médecine sans avoir appris à la fac aucune notion de déontologie, de tenue du dossier médical, du secret professionnel, de ce qu'on doit dire à une personne, à l'autre, etc. Quand on a préparé ce débat, cette notion, notamment de la jeunesse qui n'est pas forcément préparée, est beaucoup revenue. Alors Cécile Manaouine, peut-être pour répondre sur ce point, et Karine Ballon-Pelt après, et Philippe Catala, et on amorcera la conclusion. Je suis professeur à la fac de médecine, donc on nous fait toujours le procès de vous former pas assez. Déjà, il faudrait que les étudiants viennent en cours. C'est de plus en plus difficile de les faire venir en cours. J'ai 6 heures en 5e année pour faire toute la médecine légale, donc les violences conjugales, les violences sexuelles, les droits des patients, etc. C'est compliqué, hein, mais moi je dis toujours maintenant, honnêtement, hein, les médecins font toujours dire on n'a pas été formés, mais il faut aussi qu'ils cherchent l'information, je veux dire, avec Internet, avec tout ce dont on a disponible, avec des formations, il y a des DU, etc. Donc ceux qui veulent se former, ils se forment tout simplement. On est ici sur un débat organisé par le Conseil de l'Ordre. Moi je leur dis tout simplement, lisez le bulletin de l'Ordre. Vous l'avez. Une fois que vous êtes médecin, vous recevez le bulletin de l'Ordre, vous allez sur le site internet du bulletin de l'Ordre, les dernières pages, moi je les lis, elles sont intéressantes. Voilà, donc du coup je ne suis pas conseiller ordinal, mais je fais la publicité. Et puis toutes les assurances ont des sites internet avec plein d'informations, il y a des podcasts très très intéressants par les assureurs. Donc le débat de on n'a pas été formé, mais formez-vous, enfin, tout simplement, je veux dire, voilà, formez-vous. Ceux qui sont intéressés, formez-vous. Et puis après, quand il y a une procédure, oui, il ne faut pas faire l'autruche, il faut aller expliquer à l'expert qu'on a bien travaillé et puis, encore une fois, le dossier médical, ce sera le meilleur moyen de prouver qu'on a bien travaillé. C'est un appel à la responsabilité de chacun. Voilà. Karine Ballon-Pelt, peut-être. Oui, alors moi je vais défendre un peu les jeunes quand même, parce que les professeurs d'université sont méchants. Les jeunes sont dans leur formation dans la crainte de ne pas réussir à faire le diagnostic. Pas tant dans le risque de la conséquence de ne pas réussir à faire le diagnostic. Je pense qu'ils trouvent des moyens détournés en partageant aux seniors ou autres, mais je ne suis pas sûre qu'à l'université, le temps existe pour leur parler de cette partie-là. C'est plus la formation continue. Alors je sais qu'on ne va pas être d'accord, hein, mais la formation continue a peut-être plus sa place une fois qu'on est rentré dans l'exercice professionnel. Ah, c'est mieux ? Moi, en tant qu'enseignant, la formation continue, on a des gens qui sont motivés. En formation continue, on a des gens qui veulent venir et c'est toujours très intéressant. En formation initiale, c'est plus compliqué. Mais honnêtement, dans les différentes spécialités, il y a quand même de plus en plus de simulations. Hein, vous savez, on aime bien maintenant la simulation en médecine. La simulation de j'informe un diagnostic grave à un patient, comment il réagit. J'informe à une famille, j'explique à une famille que leur fils est décédé en réanimation. Voilà, donc c'est tout ça. Honnêtement, il y a beaucoup d'efforts des enseignants pour essayer de former. De plus en plus, on se rend compte que la médecine, c'est pas que des compétences techniques, c'est essentiellement des compétences relationnelles. Donc de l'information, du dialogue, parce que vous disiez tout à l'heure les patients, ils vont tomber sur une information dans mon espace santé, puisque maintenant le dossier médical partagé, il est dans mon espace santé. Hein. Honnêtement, aujourd'hui, c'est pareil pour les patients, ils vont se former aussi. Avec Internet, on a accès à tout un tas d'informations. Alors, c'est aux médecins de les guider et de leur montrer qu'il y a des sites qui ne sont pas fiables, mais on a des patients qui sont informés sur leur maladie, quand même beaucoup plus qu'avant. Bon, il nous reste quelques minutes. Est-ce que Madame voulait prendre la parole? Je sais pas si vous avez un micro. Oui. Oui, bonjour, Angélique Wenger, avocate au barreau de Paris. Notre cabinet est spécialisé dans la défense des professionnels de santé. Je voulais revenir sur 2 points. D'une part, sur la présence des médecins aux opérations d'expertise. Alors, je pense quand même qu'il faut rappeler qu'il y a d'une part la responsabilité des établissements publics
de santé et qui n'engage pas la responsabilité personnelle des professionnels de santé qui y exercent, et d'autre part la responsabilité personnelle civile des médecins libéraux. Si bien qu'effectivement, on peut constater une différence dans la présence, puisque je rejoins tout à fait ce qui a été dit, bien souvent, lorsque les établissements de santé publics sont mis en cause, dans le cadre de CCI comme dans le cadre de judiciaire, les directions ne préviennent pas même les médecins qui sont concernés. Donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils viennent aux opérations d'expertise parce qu'ils ne sont, pour l'essentiel, pas informés. On peut le regretter, mais c'est le cas. Donc effectivement, souvent, on a un médecin conseil de la compagnie qui vient et dans le meilleur des cas, un responsable du service. Ça, c'est le premier point. Le second, sur les professionnels de santé libéraux, on ne peut pas laisser dire que les assureurs suggèrent, conseillent et recommandent à leurs sociétaires de ne pas venir aux opérations d'expertise. C'est inexact. Nous, on défend des professionnels de santé pour une... Je ne crois pas que ça a été dit. Comment ? Non, je vous en prie, madame. Et je pense quand même que c'est important de rappeler que la MACSF, comme la médicale, comme Branchet, comme AXA, recommandent très vivement à leurs médecins de venir aux opérations d'expertise. Et que dans notre expérience, il est extrêmement rare que le médecin ne vienne pas. On le constate quand effectivement il a un bloc opératoire, qu'il a une urgence, qu'on a un expert qui convoque 2 semaines ou 3 semaines en avance et que le médecin ne peut pas se libérer, que le médecin est en province et que c'est compliqué, mais les médecins libéraux viennent aux opérations d'expertise. Et en tout cas, c'est certainement pas leur assureur qui leur conseille de ne pas venir. Un autre point quand même sur l'information et le dossier médical. Alors moi, je vous rejoins tout à fait pour dire que l'information doit être délivrée au décours d'un colloque singulier entre le médecin et le patient. Je vous rejoins tout à fait aussi sur la traçabilité du dossier, l'importance, les schémas, consigner l'information qui a été délivrée, mais aussi faire plusieurs consultations, laisser un délai de réflexion et revoir le patient pour répondre à ses interrogations. Ceci étant, on a souvent quand même des dossiers qui sont insuffisamment tracés et on a aussi des experts qui nous disent le courrier à votre correspondant où vous vous contentez de dire que vous avez informé Madame Michu des risques graves qui peuvent survenir, c'est pas suffisant. Bon, alors, une fois qu'on a ça, une fois qu'on sait que depuis 1997, il appartient au médecin de rapporter la preuve de l'information qu'il a délivrée, les 2 petites lignes du courrier au correspondant ou les 2 petites mentions sur l'arrêt de travail, la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas suffisantes pour démontrer l'information qu'il a délivrée. Donc au-delà de ça, il faut délivrer une information orale, mais probablement accompagnée d'une fiche d'information que le patient peut prendre le temps de relire chez lui, avec une liste exhaustive des risques qui peuvent se réaliser, et effectivement, pourquoi pas, la signature d'un consentement. Et là encore, je ne crois pas que ce sont les assureurs qui exigent des praticiens qu'ils fassent signer ces consentements comme si c'était un blanc-seing. Ça n'est pas un blanc-seing, mais c'est un élément simplement supplémentaire en expertise pour démontrer que l'information a été délivrée et comprise. Oui, merci de cette mise au point, parce qu'on va vraiment conclure. Donc, vous avez abordé pas mal de points. Peut-être, sans rentrer forcément dans le détail de tout ce qui a été dit, mais peut-être d'amorcer une conclusion générale, parce qu'il y a eu notamment la notion de l'expertise. J'ai entendu à nouveau le dossier médical, etc. Donc, Cécile Manaoui, je vous laisse la parole pour amorcer cette conclusion. Merci, madame. Merci. Alors, c'est exactement ce que j'ai dit. Effectivement, les médecins libéraux viennent aux expertises, alors que les médecins hospitaliers ne viennent pas. Et moi, je pense que tout médecin doit se sentir concerné, montrer aux patients demandeurs que sa demande... de toute façon, pour les médecins, c'est toujours très compliqué à gérer. Et donc, le médecin, par sa présence en expertise, qu'il soit libéral, auquel cas il vient, ou qu'il soit hospitalier, il montre au patient qu'il se préoccupe de ce qu'est devenu ce patient, et puis il va aussi montrer, au travers de son dossier médical, qu'il a bien travaillé. Donc voilà. Merci beaucoup. On va conclure avec quelques mots de Philippe Catala sur cette première table ronde. On va poursuivre évidemment dans un instant le deuxième débat. En quelques mots, Philippe, s'il vous plaît.
Donc on a vu cette responsabilité qui a changé. On est passé de la crucifixion, la main coupée, à la CCI, à laquelle plusieurs d'entre vous assistaient à divers titres. Ce qui ne change pas finalement, c'est la singularité et l'unicité de la relation médecin-malade qui était et qui sera toujours fondée sur la confiance réciproque du médecin et de son patient. Et c'est finalement peut-être la conclusion qu'on pourra avoir. C'est ça, et c'est tellement important que, vous le savez peut-être, l'Espagne et la France a soutenu le classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO de la singularité de la relation médecin-malade, et donc en cours auprès des autorités. Et je crois que ces histoires de responsabilité en font partie et qu'on peut tous, collectivement, être fiers de tout ça. Je vous remercie pour cette table ronde passionnante. Merci.